Cela uniquement parce qu'ils payent des montants importants d'argent, ce qui rendra ce sort de tourisme de proximité accessible à un petit nombre. Alors, est-ce qu'on est capable, je veux dire, d'éviter, dans le fond, qu'on pense que avoir accès encore à cette proximité, à cette originalité, ça va être uniquement une question d'argent, puisqu'il faudra s'éloigner de plus en plus pour le voir. Est-ce qu'on a moyen de se défendre de ça, ou est-ce que ça va être un peu inévitable dans certains cas? Bon. Je vais commencer pour la première partie. Je crois que, puisqu'on vient de parler aussi et surtout du tourisme de la jeunesse, par exemple, il faut commencer à enseigner et proposer une forme de tourisme qui permet de connaître davantage sa propre réalité, son pays, et donner l'idée que le vrai tourisme, ce n'est pas nécessairement le tourisme des grands voyages, des grandes distances, mais c'est le tourisme qui permet de connaître d'autres réalités qui sont aussi très proches. Ça, c'est la première partie. Et c'est important de savoir que moi j'ai cité et je continue à citer la Déclaration de Montréal parce que c'est là-bas que nous, au niveau du BITS, on s'est aperçu que à notre grande valeur de la socialité, c'est-à-dire favoriser l'accès de tout le monde, le plus grand nombre au tourisme, on a compris qu'il fallait ajouter aussi la valeur de la durabilité. Et ajouter la valeur de la durabilité et de la solidarité a comporté, a signifié que le tourisme qu'on propose, c'est un tourisme qui permet de se confronter d'une façon authentique avec des petits groupes qui respectent l'environnement, qui respectent les traditions, qui respectent la culture des autres pays, des autres territoires, des autres peuples. Ça, c'est très important pour nous. Dernière question, c'est si le grand tourisme qu'on appelle est uniquement une question d'argent. Et alors, je crois absolument pas, mais à une condition de savoir que ce que nous affirmons, c'est-à-dire que le tourisme peut enrichir et que le tourisme c'est vraiment une richesse, mais il doit être clair que la richesse ne veut pas dire chercher le luxe. Parfois, dans plusieurs occasions, dans différentes occasions, l'offre d'un tourisme, je dirais, de luxe ne touche pas la véritable, on peut dire, la véritable essence non, de la population, des territoires, des traditions culturelles. Souvent, on nous présente une ambiance qui n'est plus ou qui n'est pas, qui est tout à fait différente de la vérité, de l'authenticité, de la génuinité. Ça, c'est vraiment la différence entre les deux propositions. Donc, voyager en petit groupe avec une, comment on peut dire, avec une responsabilité et favoriser une forme de responsabilité, c'est la choix que nous avons fait. De façon que nous, on dit souvent maintenant que le grand défi, et je vais conclure, le grand défi du XXIe siècle, de ce millénaire, c'est de passer du développement du tourisme, et vous savez que le tourisme est passé de 100 millions à 500 millions à 800, et on prévoit d'arriver à 1 milliard et 600 millions par an. Alors, le vrai défi, c'est de passer du développement du tourisme
au tourisme du développement, c'est-à-dire un tourisme qui favorise le développement de la personne, de la communauté locale et en respectant les traditions et l'ambiance et l'environnement. Je crois que Merci. M. Aldan avait... Just to add, if I understood the question and the response well, the idea of using tourism as a way in which to build solidarity and to bridge differences between people. Another example I would provide, we've been a partner with the federal government in Canada for 30 years now to coordinate youth exchanges across the country. Today we have somewhere between 5,000 and 6,000 young people traveling across Canada every year on exchanges between French Canada and English Canada, but also between the North and the South in Canada. These are important diversities that we need to bridge in our country. We've begun, though, to realize that the experience, while very intense, is short in duration and is somewhat superficial because of that. So we've begun now to offer exchanges where young people can go and work for an entire summer during their summer vacation from school in another part of the country and have that exchange the following summer with another young person. We've also begun to look at a partnership with Habitat for Humanity where young people, young adults as well as youth, can go to the far north and help to build homes in our remote communities, as well as with Habitat for Humanity to go to developing countries and build homes for. So it's a tourism, but also an opportunity for personal growth and development and bridging some of the significant diversities we have within Canada and around the world. Good point. Alors, monsieur? Okay. Question courte et réponse courte, si possible. My question is for Mr. Auger. First of all, sorry for my bad English. And it's the first time that I heard emotional intelligence and emotional labor for the meaning of leisure. Do you think that these two terms are going to be a big challenge for the next year and the future? Okay. About the question about emotional challenges, is it an issue important for the development of the coming years? What I was really saying was that emotional intelligence, emotional labor have crept up behind us really over the last 50 years. We're so aware of the impact that we make, that we might make. We're so conscious of what it might be to be a good person in various social settings that it makes me feel that the conventional notion of leisure equaling time off needs to be looked at again, or leisure equaling freedom, which is very prominent in the leisure literature, needs to be looked at again. Seems to me that the idea of a therapeutic culture means that people have to be very, very empathetic, very conscious of the impact they make on others. And that is a form of labor. And the way, one of the areas or the settings in life where they develop that labor most intensively is in fact leisure. It's when they're listening to the radio, when they're talking to their friends, when they're in conferences like this, that they pick up on little things that they can then reformulate in their relationships with others. And that for me is a form of labor. We may not have the right words for it yet, but this idea that work is one thing and leisure is another is one that I'm very interested in challenging. So I hope I've answered your question. Okay, thank you. Ma question s'adresse aussi à M. Rojek. Monsieur Rojek, je ne connais pas tellement en profondeur votre conception du loisir, mais d'après ce que je connais, je peux vous poser la question suivante. Est-ce que ce loisir produit du capitalisme ne conspire pas contre tout idéal d'identité culturelle et d'identité des communautés, etc.? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Je n'ai pas très bien. Oui. D'après sa conception d'un loisir produit du capitalisme, est-ce que ce loisir ne conspire pas, ne va pas contre tout idéal d'identité culturelle? C'est pas compris? The question is, you made a relationship between capitalism and the development of modern leisure. But what about the notion of cultural development, something like that? Is it an anti-capitalistic or more than a capitalist development of leisure?
The idea of culture being independent from capitalism seems to me a questionable one. It seems to me that capitalism is the location, the context in which we function as individuals and as cultures. We're all marked by this. You know, 3 banks may have folded by the end of my speech to you now. I mean, the credit crunch is changing how we relate, and that's capitalism which is changing how we relate. It's positioning us differently. So if I've got it right, and I'm getting just Gilles' very, very good translation, you can't really separate culture from capitalism because it's like separating a child from a mother. They're connected. And I think that's the way in which we should think about it. We should, as I've argued in the book Leisure Theory, the context in which we operate is the setting in which we should examine all leisure forms and practice. There is this long tendency in the academic study of leisure and recreation which suggests that leisure and recreation are somehow isolated or independent from society. What you do in your work and with your family is one thing. Then you have all of this freedom that exists somewhere over there. Now, I don't believe that, and I spent 20 years trying to say that that is not my view, and I think that leisure should be regarded as something which is connected with society. In my first book, 1985, Capitalism and Leisure Theory, it begins by saying there are too many theories of leisure without society. This is not to say that I want to reinstate society as the subject of our study, because leisure raises questions of its own. But I think there are huge dangers in thinking that leisure is somehow insulated from society, that leisure is somehow independent of culture. Thank you. Alors, monsieur? Bonjour, mon nom est Yann Fortier. Je suis étudiant à la technique à Saint-Jérôme, la nouvelle technique en loisirs. Ma question serait pour Madame Chartrey. Vous avez reconnu que les loisirs parascolaires et scolaires aident à l'amélioration des notes, puisqu'il existe au Québec des écoles secondaires ou primaires qui ont un haut taux d'échec qui suit après ça pour le décrochage scolaire. Pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas dans les cours ou dans les activités parascolaires plus de budget? Pourquoi on n'accorde pas plus de budget à ces activités parascolaires qui aident qui aident à anéantir le décrochage scolaire? Je vais tenter d'y répondre. Cependant, cette question-là s'adresserait beaucoup plus à ma collègue du ministère de l'Éducation, mais quand même, je vais faire un effort. Écoutez, du côté du ministère de la Culture, on investit par année dans les écoles spécialisées en art quelques 2 millions de dollars. On investit également dans le programme Culture-Éducation avec le ministère de l'Éducation, environ 2,4 millions de dollars par année, pour qu'ils se tiennent des activités pendant les heures de cours, soit des enseignants, des artistes et des organismes culturels qui vont rencontrer les jeunes dans les écoles, ou alors des jeunes qui sortent des écoles pour aller rencontrer les artistes sur le terrain, dans des musées, dans des salles d'exposition, dans des lieux de diffusion, etc. Il y a eu aussi une nette amélioration quant à la place de la culture à l'école dans le nouveau cursus scolaire où dorénavant, il faudra avoir réussi ses cours d'art pour obtenir son diplôme en secondaire 4. Cependant, si j'entends bien votre question, ce dont vous me parlez surtout, c'est d'activités parascolaires, hors les murs ou alors en tout cas hors des heures de classe. De ce côté-là, c'est quelque chose qui nous préoccupe également. La ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture se préparent à discuter justement avec les intervenants du milieu sur comment faire pour mieux s'assurer que la culture prenne davantage de place à l'école et contrer notamment le décrochage scolaire. Votre question nous préoccupe également et c'est quelque chose dont vous devriez entendre parler au cours des prochains mois. De la même façon, la ministre fera cet après-midi une annonce. Évidemment, je vais lui laisser le scoop, sinon j'aurai des reproches et c'est bien normal. Donc, elle fera une annonce cet après-midi justement dans le cadre du programme Culture-Éducation et je vous invite à peut-être consulter notre site Internet en fin de journée pour en prendre la mesure. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame. Bonjour, je suis Louise Constantin. Je suis engagée dans le tourisme équitable. Je constate que je suis la première femme à poser une question et j'aimerais la poser à Madame ici également. Je suis consciente que peut-être vous n'êtes pas la personne peut-être la mieux placée pour me répondre, mais vous représentez le gouvernement et peut-être qu'il y a d'autres représentants du ministère du Tourisme ou
ici du Québec et du Canada à qui la question pourrait s'adresser. Je voudrais faire suite à, évidemment, la remarquable intervention de M. Tonini, qui a évidemment parlé beaucoup de tourisme de développement. On sait que c'est le secteur qui connaît la plus forte croissance à l'heure actuelle, le secteur économique dans le monde, un des secteurs. Et bien entendu qu'on mise sur ce secteur-là pour justement être un outil dans la solidarité internationale, dans le développement international, dans le cadre là, de la philosophie du commerce équitable et du tourisme équitable. Je dis ça et là, je constate qu'ici, au Québec, au Canada, on a des programmes de soutien à la coopération internationale, des programmes d'échange de jeunes, des programmes d'études à l'étranger. Mais, ou bien je suis mal renseignée, mais j'ai l'impression que nos gouvernements n'ont pas encore pris le train du soutien au tourisme de solidarité. Alors, ma question est un peu celle-là. Est-ce qu'il y a un souci ou des initiatives qui permettent de soutenir ce nouveau type de tourisme, qui est un tourisme international, mais dans l'optique de la solidarité internationale, de l'équitabilité, de servir de ce tourisme-là justement pour être actif sur la scène de la solidarité internationale. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, madame, je suis incapable de répondre à votre question comme ça. Cependant, je vous invite à ce qu'on se voit à la sortie. Je prendrai vos coordonnées et je m'assurerai qu'une réponse vous parvient. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, mon nom est Amélie Lompré, étudiante en technique d'intervention de loisirs au Cégep de Saint-Laurent. Ma question s'adresse à Mme Chartré. Ça concerne les récentes coupures en or au gouvernement en ce moment. Et c'est sûr que c'est au fédéral, mais ma question, c'est quel sera l'impact sur les générations futures, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, les 15-24 ans, qui sont les plus actifs en loisirs. Quel sera l'impact pour eux, autant dans les milieux scolaires, les municipalités, si on coupe dans les arts et qu'on a démontré tout au long du panel que les arts étaient directement liés avec le loisir? Alors, quelles sont les solutions autres que le financement gouvernemental pour les arts et le loisir au Québec? Merci. Je pense que vous allez facilement comprendre que je ne me permettrai pas de commenter les coupures fédérales. Ça ne m'appartient pas. Cependant, je peux témoigner peut-être à mon niveau de l'impact qu'a eu le boycott des activités culturelles dans les écoles il y a quelques années, impact dont, fort heureusement, les élèves à venir ne s'oublieront plus les conséquences puisque tout le monde a convenu que c'était une méthode à abandonner comme moyen de pression et nous en sommes fort aises. Alors, malheureusement, oui, il y a des élèves qui n'ont pas été mis en contact avec des activités culturelles et on peut le regretter. Et on travaille fort. On a mis des mesures compensatoires à l'époque pour essayer de faire en sorte que cette situation-là se corrige par davantage d'activités culturelles dans des années subséquentes. On a également introduit lors du dernier budget une mesure qui, pensons-nous, va aider à ces contacts-là, c'est-à-dire qu'on a mis en place une mesure de 300 000 $ qui permet essentiellement de payer pour le transport scolaire des enfants, vous savez, les fameux autobus jaunes, donc pour faciliter le déplacement des autobus vers les lieux culturels. Donc, il est évident que le contact avec la culture dès le plus jeune âge est très important. Et très important également tout au long de la scolarité. Et j'en tiens pour preuve les résultats qu'on a maintenant sur l'impact des activités culturelles en milieu collégial. Je suis bien consciente de ne pas répondre complètement à votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une question qui nous préoccupe. C'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup par les temps qui courent. Et soyez assurés qu'on y porte une attention très soutenue. Alors, je remercie nos panélistes, M. Morancy qui nous a quittés. Il y avait une communication préparée pour midi. Mme Chartré, Chris Rojek, M. Tonini, Scott Aldan. Merci beaucoup de votre participation. Je crois que c'était très intéressant.
Alors, je vous rappelle qu'il y a le dîner sur l'heure du midi et digérez bien parce qu'il y a au-delà d'une 50aine d'ateliers qui vous attendent en après-midi. À bientôt.